Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en réalité au cœur de toute la technologie qu'on utilise au quotidien, les bases de données. C'est une situation qui arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, n'est-ce pas? Se retrouver un peu pris de court par une question technique. Mais pas de panique. À la fin de cette analyse, ce jour de conversation n'aura plus de secret. Alors, voilà le programme. D'abord, on va poser le décor avec le dilemme des bases de données. Puis, on verra les fondations, les fameuses bases relationnelles. Ensuite, une étape cruciale, la normalisation, ou comment mettre de l'ordre dans tout ça. Après, on explorera le monde du NoSQL, on parlera des outils spécialisés et on terminera sur la question essentielle, comment choisir le bon outil. Allez, c'est parti. Mais au fond, pourquoi c'est si important? Eh bien, il suffit d'y réfléchir une seconde. Chaque fois qu'on vérifie son compte en banque, qu'on like une photo sur un réseau social ou même qu'on commande à manger en ligne, eh bien derrière, il y a une base de données qui travaille. Ce sont un peu les héros invisibles de notre quotidien numérique. Alors commençons par le grand classique, le type de base de données le plus répandu. C'est vraiment le pilier de l'informatique moderne, une technologie qui est avec nous depuis les années 70. On les appelle souvent bases de données SQL, pour Structured Query Language. En fait, il faut voir le SQL comme la langue qu'on utilise pour discuter avec ces bases de données. C'est la langue universelle pour leur poser des questions et obtenir des réponses. Visuellement, ça ressemble beaucoup à un tableur, comme Excel. C'est simple, chaque ligne représente une entrée unique, ici un étudiant par exemple, et chaque colonne, c'est une information spécifique sur cet étudiant, son nom, sa matière, c'est clair et bien organisé. Mais là où ça devient vraiment puissant, c'est dans les relations, d'où leur nom. Au lieu de tout mettre dans un seul tableau géant et désordonné, on répartit l'information dans plusieurs tableaux logiques. Et on les connecte entre eux grâce à des clés, comme un identifiant unique pour chaque étudiant. Ça évite de répéter la même information 50 fois, c'est bien plus intelligent. Bon, mais qu'est-ce qui arrive si on organise mal tout ça? Eh bien, c'est le chaos. On se retrouve avec des informations en double, des erreurs, un vrai cauchemar à gérer. Heureusement, il existe une méthode pour éviter ça, un processus qui s'appelle la normalisation. La normalisation, c'est un peu comme ranger une bibliothèque. On ne jette pas les livres en vrac, on les classe, on les organise. C'est pareil pour les données. On suit une série de règles, qu'on appelle les formes normales, pour s'assurer que chaque information est à sa place et à une seule place. Regardez cet exemple. On voit tout de suite le problème, non? Dans la colonne cours, il y a plusieurs matières dans la même case. Pour un ordinateur, c'est très difficile à lire. Comment faire pour trouver tous les étudiants inscrits en anglais? C'est quasi impossible comme ça. La première règle, la première forme normale, est donc très simple. Une seule information par case. Chaque valeur doit être atomique, c'est-à-dire indivisible. Donc si un étudiant suit 3 cours, on va simplement créer 3 lignes pour lui, une pour chaque cours. Problème réglé. C'est mieux, mais un autre souci apparaît. On voit bien que le nom John Doe est répété plusieurs fois. C'est ce qu'on appelle la redondance, et ça c'est risqué. Imaginez qu'on doive corriger une faute dans son nom, il faudrait penser à le faire sur toutes les lignes, avec le risque d'en oublier une. C'est là qu'intervient la deuxième forme normale. L'idée, c'est que chaque information doit dépendre de toute la clé d'identification, pas seulement d'un bout. Ici, le nom de l'étudiant ne dépend que de son ID, pas du cours qu'il suit. Pour corriger ça, on va faire la chose la plus logique. On va éclater le tableau. Et voilà le résultat. On se retrouve avec des tables bien séparées. Une table pour les étudiants, une autre pour les cours. Comme ça, chaque information n'est stockée qu'une seule fois. Et pour faire le lien entre les deux, on crée une troisième table, ici la table notes, qui agit comme un pont. C'est propre, c'est efficace. On y est presque. Mais il y a une dernière petite subtilité. L'information sur le professeur, elle dépend du cours, n'est-ce pas? Et pas directement de l'étudiant ou de sa note. C'est une dépendance indirecte, ce qu'on appelle une dépendance transitive, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on veut éviter pour avoir une structure parfaite. Et ça nous amène à la troisième forme normale. Il y a un vieil adage dans le milieu qui résume tout. Les données doivent dépendre de la clé, toute la clé et rien que la clé. C'est presque poétique. En clair, ça veut dire que chaque information dans une table ne doit être directement liée qu'à l'identifiant principal de cette table. Point final. Donc on a ce système super structuré, super propre. On pourrait se dire que c'est la solution parfaite à tous les problèmes. Eh bien, pas si vite. Parfois, toute cette rigidité peut en fait devenir un inconvénient. Le SQL, c'est le roi de la cohérence. Pour un système bancaire où chaque transaction doit être parfaite, c'est absolument essentiel. Mais le revers de la médaille, c'est que c'est rigide. Et quand on doit gérer des milliards de données sur des centaines de serveurs différents, cette rigidité peut commencer à poser de sérieux problèmes. Et c'est justement pour répondre à ces nouveaux défis qu'est né le monde du NoSQL. Attention,
NoSQL ne veut pas dire anti-SQL, mais plutôt Not Only SQL, c'est-à-dire pas seulement SQL. C'est toute une famille de bases de données qui privilégie la flexibilité et la capacité à grandir, pensée pour les besoins du web moderne et ses volumes de données délirants. Il ne faut surtout pas voir SQL et NoSQL comme des adversaires. L'image la plus juste, c'est celle d'une boîte à outils. On a le marteau, le tournevis, la clé à molette. Chaque outil est parfait pour une tâche bien précise. Et des outils, il y en a. Pour analyser des montagnes de données, on a les bases colonnes. Pour des données qui changent souvent, comme un profil utilisateur, les bases documents sont super flexibles. Besoin de vitesse absolue, les bases clés-valeurs sont là pour ça. Pour comprendre des réseaux de relations, les bases graphes sont imbattables. Et pour l'IA, la nouvelle génération, ce sont les bases vecteurs. D'accord, mais avec toutes ces options, la question qui se pose, c'est comment on choisit? Eh bien, la réponse est finalement assez simple. Il n'y a pas de meilleure base de données. Ça n'existe pas. La seule vraie question, c'est quel est le problème à résoudre? On ne choisit pas le même outil pour construire un pont ou pour réparer une montre. Ici, c'est pareil. Le contexte est roi. Et ce monde des données ne s'arrête jamais d'évoluer. Le volume et la complexité des informations explosent et de nouveaux défis amènent constamment de nouvelles solutions. La prochaine fois qu'on lancera une application, ce sera peut-être l'occasion d'avoir une petite pensée pour cette incroyable mécanique invisible qui tourne derrière, et de se demander que nous réserve l'avenir.